retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode podcast avec Serge Toubiana. Bonjour Serge. Bonjour. Alors, dans un précédent épisode, on a beaucoup parlé ensemble de votre enfance et surtout de votre passion pour le cinéma, qu'on connaît tous. On a beaucoup parlé de cinéma, voilà. Et moi, je pourrais parler des heures avec vous de cinéma, parce que je suis aussi passionné. Mais on va attaquer donc le questionnaire « Le bonheur, c'est les autres », si vous voulez bien. Et la première question que je pose systématiquement à mes invités, c'est, si je vous demande comme ça, spontanément, c'est quoi pour vous le bonheur ? Comment vous définiriez le bonheur ? Écoutez, j'ai l'impression que le bonheur, ça ne se définit pas trop d'ailleurs. Ça se vit, ça se vit un instant, un moment, une séquence, je ne sais pas. On s'en rend pas compte d'ailleurs. Et c'est après qu'on dit oui, j'ai vécu un moment de bonheur. Mais si on le définit, le bonheur, on le rate, quoi. J'ai l'impression. Aujourd'hui, je viens d'avoir 75 ans et je me dis... Et vous ne les faites pas du tout, je précise. Oui, mais... On ne vous voit pas à l'image, mais... mais je les ai quand même. Et quand il m'arrive, dans une espèce d'introspection comme ça, un peu paresseuse, de me dire, mais est-ce que tu as été heureux dans ta vie ? Et la réponse est oui. Je sais que j'ai été heureux dans ma vie. Pas tout le temps, mais globalement, j'ai été heureux dans ma vie. J'ai pas eu d'ennui, de santé, de pépins. J'ai quand même perdu une femme que j'ai beaucoup aimée, avec qui j'ai vécu 27 ans, Emmanuelle Bernheim, mais j'ai surmonté, grâce à elle d'ailleurs. Elle m'a donné une force incroyable pour que je surmonte la peine, le départ, la douleur, plus que la douleur. Oui. Donc, si vous voulez, alors, mais le bonheur, c'est pas d'avoir été heureux, c'est quelque chose qui nous arrive, qui m'arrive de ressentir par instant, comme ça, un moment, en me disant, tiens, là, je suis dans une séquence, un moment où ça va. C'est-à-dire un peu l'insouciance. Or, je suis, par tempérament, assez soucieux, mélancolique. Nostalgique aussi ? Nostalgique. Nostalgique de quoi ? J'ai tout ce qu'il me faut aujourd'hui pour vivre, mais la nostalgie, c'est quoi ? C'est le sentiment que le temps efface les choses, les êtres. La mémoire s'efface aussi, je le ressens beaucoup. Elle s'efface, la mémoire, elle est moins précise, elle est moins percutante. Et donc, il faut trouver des palliatifs, quoi. Alors, j'aime revoir des films, par exemple. Je me mets devant la télé, je cherche un film et je le prends n'importe où, au milieu, au début, peu importe. Et je fais un bout de chemin avec. Et ça me remet dans un passé où j'ai le sentiment de contrôler un peu les choses, ce qui est faux complètement, c'est illusoire. Là, je vous l'ai dit parce qu'on s'est parlé, je vais me marier. C'est la première fois de ma vie que je me marie. Félicitations. Alors, se marier, c'est un acte de joie. Enfin, ouais. C'est un pacte avec le bonheur, si vous voulez. Or, comme je vous l'ai dit aussi avant qu'on ouvre les micros, ça m'angoisse aussi terriblement. Donc, comment faire coexister en même temps des sentiments aussi contraires que l'angoisse, l'insomnie, avec le goût du bonheur ? Se marier, c'est faire un acte de joie, mais en même temps... Voilà. Oui. Et parce que c'est un engagement. Quel que soit l'âge auquel on le fait. Bien sûr, c'est un engagement. Mais vous parliez d'un petit moment de bonheur, mais sur le long terme, est-ce que le secret du bonheur pour vous, c'est pas d'avoir vécu de votre passion ? Bien sûr. Moi, j'ai la chance d'aimer le cinéma, d'aimer le cinéma depuis l'enfance. Je ne sais pas comment j'en ai fait, non pas mon métier, parce que j'ai été journaliste, critique, j'ai été directeur de cinémathèque, j'ai fait quelques documentaires, j'ai beaucoup aimé faire de la radio, puisque là on parle devant des micros, j'ai beaucoup aimé la radio. Je trouve que la radio est un médium pour le cinéma génial. Parce qu'on fait écouter de la voix, les bruits, les silences, les hésitations. Voilà. Donc j'ai adoré faire de la radio, grâce à Laure Adler qui m'avait confié une émission sur France Culture que j'ai faite. Et puis j'ai fait beaucoup d'entretiens radiophoniques avec des cinéastes, des acteurs, des actrices. J'ai beaucoup aimé faire ça. Et souvent il m'arrive de rencontrer des gens qui me disent « Oui, j'ai écouté un podcast de vous avec Clint Eastwood. » Je ne m'en souvenais même pas. Donc je me dis que tiens, je suis aussi passé par là, c'est derrière moi, c'est effacé, mais d'autres s'en emparent. Et ça me procure une vraie joie intime, quoi. Je me dis, ça n'a pas servi à rien. Ça peut servir encore à X ou Y quelque part, à Paris ou ailleurs, de retrouver J'ai fait, par exemple, une des choses dont je suis le plus fier, puisque vous aimez Truffaut comme moi,
Un jour, David Kessler, que j'aimais beaucoup, qui est un homme intelligent, Qui dirigeait le CNC. qui a dirigé le CNC, qui a dirigé France Culture, il y a très longtemps, 2008, il me dit « J'aimerais que tu fasses une grande traversée François Truffaut ». Je lui dis « Oui ». Et qu'est-ce que ça veut dire une grande traversée ? Ça veut dire tous les matins sur France Culture, de 8h30 à 12h30, pendant 5 jours. Ça veut dire 15 heures d'émission. C'est énorme. J'avais une remarquable réalisatrice qui est toujours à France Culture, Manoucha Kfachaï. On s'est mis au boulot, tous les deux. Tous les matins, à 8h30, il y avait 1 heure d'archives. Truffaut, ce qui est génial, c'est qu'il a parlé énormément de son travail. Si vous allez à l'INA, à Radio France, il y a des archives sonores énormes. Un documentaire sur Truffaut, d'1 heure, et puis une table ronde avec Desplechin, Jean Gruau, Jean Douché, Olivier Assayas, tous les Truffaldiens. Et puis, à la fin, je mettais une demi-heure des entretiens Hitchcock-Truffaut. Ça a été un grand bonheur. Parce qu'un jour, en 1991, je tourne un film sur Truffaut, un documentaire, avec mon ami Michel Pascal. On est au Film du Carrosse, la société de François Truffaut, rue Étienne... comment ça s'appelle, rue Robert Étienne, qui donne sur la rue Marbeuf. On ouvre une boîte en carton, on voit des bobines. On ne sait pas ce que c'est. On avait un Nagra à l'époque. On met une bobine sur le Nagra et on entend la voix d'Hitchcock, la voix de François Truffaut, et entre les deux, la voix d'Hélène Scott qui traduisait. On trouve les entretiens, les fameux entretiens Hitchcock-Truffaut. Qui a donné c'était la base de son livre sur Hitchcock par Truffaut, c'est ça ? C'est ça. Ok. Un trésor. Un trésor. Là, c'est un vrai bonheur, quoi. Vous découvrez un trésor, quoi. Par la voix, donc par la radio. Et quelques années plus tard, c'est le centenaire d'Hitchcock, je vais voir Laura Adler, directrice de France Culture, je lui dis, voilà, j'ai une série, est-ce que tu accepterais ? Elle me dit, tu fais une série de 25 épisodes de 26 minutes. Avec mon ami Nicolas Saada, on se met au boulot, on fait le montage et on fait une série qui est aujourd'hui sur Internet, vous la trouvez. On a rendu accessible ces fameux entretiens Hitchcock-Truffaut avec Hélène Scott, qui est une femme que j'ai admirée, aimée, et sur qui j'ai écrit un livre, L'amie américaine de François Truffaut. Ça, c'est du vrai bonheur, parce que vous avez le sentiment non seulement de découvrir un trésor, mais de contribuer à le rendre disponible au plus grand nombre, quoi. Ça, c'est du bonheur, voilà. Donc Hélène Scott, c'est pas la nuit américaine, c'est l'amie américaine. C'est l'amie américaine. C'était la correspondante de François Truffaut à New York, une femme extraordinaire. Alors vous avez passé votre prime enfance à Sousse, où vous êtes né, et ensuite vous êtes arrivé à Grenoble un peu plus tard. Oui. Si je vous demande quel souvenir heureux de votre enfance remonte spontanément à la surface ? Toute mon enfance. Il n'y en a pas un particulier, un moment que voilà, vous vous êtes dit... C'est quand le matin, en été, nous descendions de notre appartement, ma mère, mes 2 sœurs et moi, mon jeune frère n'était pas encore né, Stéphane, on descendait je tenais le parasol sur l'épaule, on descendait vers la plage, la mer, la Méditerranée. À l'époque, à Sousse, la plage était immense, des kilomètres et des kilomètres de plage, de sable blanc, on allait se baigner. Aujourd'hui, il n'y a que des hôtels pour touristes. Vous y êtes retourné ? Je suis retourné. Souvent ? Il n'y a plus rien, il n'y a que des hôtels. C'était sauvage. C'est des souvenirs d'enfance parce que j'étais un petit garçon, j'étais en short, on avait le parasol et on allait se baigner. Puis on remontait, on déjeunait et on faisait la sieste. Mes sœurs et moi, on faisait la sieste. C'était obligatoire parce qu'il faisait très chaud, sirocco. Ça, c'est des souvenirs de pur bonheur. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vient empêcher cela. L'amour de ma mère. Ma mère m'a adoré. J'ai la chance d'avoir été aimé par ma mère. C'est une chance inouïe, pour la vie, ça, on ne s'en rend pas compte. Mon père nous rejoignait en fin d'après-midi. On retournait à la plage l'après-midi, après la sieste. Mon père nous rejoignait, il avait fermé sa boutique. C'était des journées à la fois banales et paisibles, mais il n'y avait rien qui nous menaçait. Rien ne nous menaçait, voilà. Quand vous vous souvenez de tout ça, c'est quoi ? C'est des images, c'est des sons, c'est des odeurs. C'est le soleil. C'est la chaleur. La chaleur. C'est nous enfants. Moi, j'étais en short. Mes sœurs avaient des petites jupes jolies mais simples, blanches. On était un peu, la peau était un peu bronzée, tannée. On avait des sandales. Ma mère était avec son foulard, ses lunettes noires. Je sais pas comment vous dire. On était une petite famille unie, aimante. Et la Méditerranée était à nous, quoi.
là, ça va être hyper dur ce que je vais vous Oui, demander. je vous en prie. Allez. C'est quoi le livre, le film ou la pièce de théâtre? Alors on va oublier le film, parce que Oui. forcément vous en avez vu des milliers. Mais c'est quoi le livre, la pièce de théâtre, ou bien l'auteur, peut-être la chanson, qui vous a marqué de façon indélébile tout au long de votre vie et pourquoi? Au théâtre, non. Théâtre, non. Non, j'aime bien le théâtre, mais je ne suis pas un fanat de théâtre. Donc j'ai pas une pièce ou un moment qui m'est marqué pour la vie. Chanson, oui, bien sûr. Ouais. Ou un auteur, puisque vous disiez tout à l'heure aussi que vous êtes... Moi, alors je vais vous dire un truc. Tous les étés, quand je pars en vacances, je mets du Charles Trenet, voilà. Charles Trenet. Ah ouais. Et alors vous mettez ça sur quoi? Parce qu'en fait, Charles... Sur, Non, mais pas sur quoi physiquement. Le fait que vous aimiez Charles Trenet. d'abord, c'est l'amour de la langue française. Ouais. Et c'est à la fois la joie, c'est vraiment la joie. Il y a de la joie, vraiment. Il y a de la joie. Même si cette chanson... Et en même temps, il y a la On tristesse. sait qu'elle était à double sens, cette chanson. Oui, que reste-t-il de nos amours? Nostalgie. Il y a la mort, mais avec une gaieté, mais de folie, quoi. Je me suis pendu cette nuit, quoi. Je sais pas, je trouve qu'il y a une quintessence chez Trenet de sentiments exaltés. Non, Trenet, c'est vraiment... Et je suis très heureux que Truffaut ait pensé la même chose avant moi. Ouais. Son amour de Trenet est énorme. Bon. Tradition des baladins français, quelqu'un Trenet, ouais. qui entraîne avec lui une espèce Ouais, de joie, c'est justement. moi, j'aime beaucoup Léo Ferré, j'aime beaucoup plein de chanteurs, mais c'est au-dessus. Parce que c'est... Quand vous étiez communiste, Jean Ferrat, donc vous n'étiez pas... Oui, Jean Ferrat, mes parents... Il n'y a pas besoin d'être communiste. Hein, moi, Non, mais je l'ai jamais été, j'adore Jean Ferrat. Non, mais Jean Ferrat, mes parents, oui, ma mère, elle adorait Jean Ferrat. Mais Trenet, c'est la quintessence française de quelque chose, d'un art, d'un style, d'une langue inoubliable. Serge, de quoi ne voudriez-vous jamais vous priver dans la vie, sous-entendu, pour être heureux? J'aimerais ne jamais pouvoir me priver de ma lucidité, tout simplement. D'être lucide, conscient, quoi. Parce que je ne suis pas sûr que ça dure. Ouais. Ouais. Mais est-ce que la lucidité rend heureux? Pas toujours. Elle oblige à voir le monde tel qu'il est, et Ouais, des fois, le monde, il n'est pas beau. Non, le monde, il est horrible. Mais non, la lucidité, ça aide. Ça aide à discerner... Non, à rester à sa place. Ça ne veut pas dire que ma place soit enviable, mais rester à sa place pour observer, continuer d'observer, d'être conscient des choses, de regarder comment les choses évoluent. Le monde évolue très mal. Je plains les générations suivantes, hein, parce que ça va être... je ne sais pas ce que ça va être. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça va être. On va y venir par la suite dans le Voilà. questionnaire. Donc la lucidité, c'est vraiment un atout énorme. Non, ne jamais se priver de sa lucidité. Alors ça, c'est une question récente. Je ne vous demande pas si vous êtes pratiquant, religieux, etc. Je crois connaître la réponse, donc ça n'a pas une grande importance. Et en plus, c'est quelque chose d'intime, donc je ne vais pas du tout sur ce terrain-là. Mais par contre, la spiritualité et le rapport à la mort, quel est votre rapport à la spiritualité, à la mort? Il est de plus en plus présent, ce sentiment de... parce que j'ai perdu quelqu'un de... D'abord, j'ai perdu ma mère, mon père. Oui. J'ai perdu une femme que j'ai beaucoup aimée, avec qui j'ai vraiment vécu une vie heureuse, Emmanuel Bernheim. Donc ça m'a rapproché de la mort, mais ça m'a aussi fait renforcer dans quelque chose. Oui. J'ai moins peur de la mort aujourd'hui qu'avant. Est-ce que c'est quelque chose qui a évolué? Donc c'est quelque chose qui a évolué dans le temps? Oui. Au gré des décès que vous avez eus? Oui, parce que là, je suis en train de terminer un livre sur les morts, sur mes morts. Il y en a plus de 80. Je suis en train de... Là, dès que vous partirez, je me remets à faire mes corrections, je remets mon manuscrit. Ah, je retarde alors. Non, mais on refera un entretien plus tard, mais je vais remettre ce manuscrit à Kalman Levy, mon éditeur, pour ce livre. Je ne parle que de la mort. J'écris sur des gens qui meurent. Donc la mort, si vous voulez, c'est un moment tragique, c'est un moment aussi... où quoi qu'on fasse, on se retrouve dans une relation spirituelle avec l'être disparu, quoi. Je suis pas religieux, mais enfin je sais ce que c'est quand même le sentiment religieux. Je suis juif, je ne peux pas nier que je le sois. Donc il y a un moment où on ne peut pas ne pas se poser ces questions que reste-t-il, comment entretenir la mémoire, comment ne jamais oublier ceux qui sont morts. Et c'est important pour vous, la postérité? Savoir ce qu'on dira de vous après votre mort, vous en non, ça je m'en fous complètement. D'accord. Non, c'est pas la postérité, c'est ce que moi,
comment tu vis avec des disparus, comment je vis avec l'absence de ma mère, par exemple. J'ai écrit un livre sur elle, j'ai écrit un livre sur ma mère parce qu'elle me manque, tout simplement, et que je n'ai peut-être pas été aussi proche d'elle que je l'aurais dû, et je sais qu'elle m'a adoré. Donc voilà, j'ai adoré La Chambre verte de Truffaut, que je revois presque tous les ans ou tous les 2 ans. Truffaut, le culte des morts, quoi. On pratiquait le culte des morts. Je ne suis pas comme Julien Daven, qui est fou, le personnage que joue Truffaut dans son film, mais obsédé, avec une idée fixe d'allumer des chandelles partout. Mais c'est très présent en moi, quoi. Les morts sont très présents, voilà. C'est quoi? Vous avez dit que vous êtes un amoureux des mots, en plus d'un amoureux des images et du son, de la musique, etc. C'est quoi le mot de la langue française que vous préférez? Et ou le mot auquel vous pensez instantanément là, à l'instant où on se parle là? Le mot préféré de la langue française, j'ai employé des mots que j'aime beaucoup, l'élégance, la joie, le bonheur, ça, c'est des mots magnifiques. Vivre. Vivre. Ouais, vivre. Qu'est-ce que c'est vivre? Vivre. Et vous savez, Delphine Orviller, le rabbin libéral, l'a rappelé récemment, l'a rappelé dans un de ses livres qui s'appelle Vivre avec les morts. En hébreu, l'Echaim, quand on se dit l'Echaim, à la vie. Ça veut dire ô vie, en fait. Ça n'existe pas au singulier. En hébreu, la vie. Ah, d'accord. C'est les vies, ô vie. Donc moi, je trouvais ça pas mal. Et donc vivre, la vie, vivre, et vivre intensément. Oui, vivre. Donc vous nous avez dit que vous êtes quelqu'un d'anxieux, quelqu'un qui avait une forme d'anxiété qui peut se mixer avec la joie, mais voilà, vous avez une forme d'anxiété, peut-être même une forme de doute. Est-ce que vous doutez souvent dans l'existence? Et si oui, est-ce que vous doutez plutôt de vous, plutôt des autres? Je ne doute pas trop de moi, parce que je me connais maintenant. Je sais aussi mes limites, bien sûr, mais je me connais. Je doute des autres, oui, beaucoup, oui. Je doute des dirigeants du monde, de ceux qui nous dirigent, je doute. Je trouve qu'ils ne font pas assez d'efforts ou ils sont... Là, on vit dans des périodes de haine qui est scandaleuse. Je suis scandalisé par la haine. L'autre jour, je vous donne un exemple. L'autre jour, j'écoute le Premier ministre faire sa déclaration. C'est pas mon Premier ministre, je n'ai pas voté pour lui. Je l'écoute parler à l'Assemblée nationale. Je vois des gens qui vocifèrent tout le long. J'ai honte, quoi. J'ai honte pour eux et pour la France, quoi. Un Premier ministre s'exprime, on l'écoute. Et puis on peut le sanctionner, mais on ne vocifère pas tout le temps. C'est une attitude dégradante. C'est une dégradation. C'est une dégradation de ce que c'est qu'un élu, de ce que c'est que d'écouter quelqu'un, même si on est en désaccord avec lui, de respecter la personne, d'aimer la confrontation, mais pas ça, quoi. Ça me dégoûte. J'ai honte pour eux. Et je ne voterai jamais pour ces gens-là. Pour moi, c'est... Et ça, c'est une évolution qui vient probablement en partie de Twitter devenu X et des réseaux sociaux. Oui, mais aussi de la nature des personnes. La nature des personnes, il y a une vulgarité, il y a une intransigeance, un sectarisme qui a l'air de prospérer aujourd'hui, qui me... Et pourtant, vous êtes quelqu'un foncièrement de gauche, qui est resté de gauche... là, je ne le suis plus. Là-dessus, je me dis, la gauche ne vient pas de cet esprit-là, quoi. Ouais. La gauche, c'est l'écoute, la tolérance, c'est des valeurs qu'on m'a inculquées, que ma mère m'a transmises. On écoute, on n'est pas obligé d'injurier ou de se moquer, quoi. J'ai horreur de la moquerie, voilà. Quand je n'aime pas un film, je ne me moque pas d'un film. Je ne l'aime pas, mais je ne me moque pas. Il y a des critiques, des gens que j'ai connus, qui se moquaient d'un film. La Libération, ça prospérait. Je n'aime pas ça. On ne se moque pas d'un film. Un film, s'il est raté, demande autant de travail qu'un film réussi. C'est mon idée. Quelqu'un qui rate un film, il a mis autant d'énergie, ou peut-être même de ferveur, voire de passion, que quelqu'un qui réussit. Parce que vous avez produit, vous le savez vous-même, combien c'est compliqué de produire un film. Mais c'est très compliqué. Non, mais de réussir un livre, un film, une chanson, un poème, ce que je sais, c'est difficile. On ne doit pas se moquer. On peut dire je n'aime pas, c'est pas mon truc, comme on dit, c'est pas ma cup of tea, mais j'ai un sentiment aujourd'hui qu'il faut se respecter un peu plus. Voilà. Moi, ça, je le ressens, je ne sais pas si c'est votre cas, mais je le ressens par exemple dans toute la nouvelle génération d'humoristes, où on est dans une forme de ricanement et pas de rire. Je déteste. C'est-à-dire qu'on tape à bras raccourcis sur certaines personnes ou certaines communautés, etc., au lieu d'essayer de voilà. Quand on a connu des gens comme Bedos, DeVos, mais des gens comme ça,
qui travaillaient les mots. Alors il y en a encore des humoristes de cet acabit, de moins en moins. Mais Non, il y a mais parce beaucoup, que les réseaux, beaucoup de ricanements. mais les réseaux sociaux alimentent, entretiennent, amplifient tout cela. Moi, je ne déteste le ricanement. Voilà. En politique, en art, on ne ricane pas. Pour quel défaut de vos contemporains vous avez le plus d'indulgence ? Là, on a dit les défauts qu'on ne supporte pas dans cette société-là aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a un défaut pour lequel, finalement, vous vous dites « Oh, c'est pas très grave, je suis indulgent parce que voilà, ça fait partie de la nature humaine. » Les défauts, on en a tous d'abord, et Oui. on est fait comme ça, avec des défauts, des limites. J'aime pas le mensonge, ça je ne tolère pas le mensonge, je tolère pas l'hystérie, mais oui, la méconnaissance, oui. Des fois, beaucoup de gens parlent en méconnaissant, n'ont pas assez travaillé. Voilà, ça, je peux le comprendre. Mais Et vous qui avez été à la promotion du cinéma français pendant des années, aussi bien déjà à l'époque des Cahiers du cinéma, puis à la Cinémathèque, puis à Unifrance, vous constatez quand même est-ce que vous constatez un affaissement, un abaissement du niveau de connaissance et de culture des générations ? Oui. C'est-à-dire qu'on est dans une génération où on consomme de la culture plus qu'on la... On la consomme parce que les moyens le permettent, la technicité quotidienne. Quand je prends le métro tous les jours, pratiquement, le bus, c'est là qu'on s'est connus. Je regarde les gens. D'abord, personne ne regarde personne. Moi, je regarde. J'adore regarder les gens. Et moi, c'est moi qui vous ai regardé. Je me suis assis, je suis venu m'asseoir à côté de vous. Oui. Et vous m'avez dit... Ça faisait 5 minutes que je vous regardais, au début vous étiez debout. Oui, et puis comme je suis un peu vieux, je m'assois maintenant. Et vous êtes assis à côté de moi. Mais aujourd'hui, tout le monde regarde son portable. C'est vrai. Tout le monde regarde son portable. Qu'est-ce qu'il regarde ? Des choses qui bougent. Et bon, peu importe. Moi, je ne regarde pas mon portable. Mon portable, il est dans ma poche. Je m'en sers pas. Je m'en sers en temps utile, etc. Et ils regardent tous quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a la vie en communauté, c'est ça. C'est chacun pour soi, quoi. Or, dans le cinéma, je reconnais ça aussi. À Unifrance, j'ai beaucoup voyagé avec des metteurs en scène, hommes et femmes, des acteurs, des actrices, des producteurs, des productrices, des vendeurs à l'étranger. C'est des gens pour lesquels j'ai beaucoup de respect, des vendeuses, des gens qui vendent les films français à l'étranger. C'est des gens que j'avais jamais rencontrés dans ma vie professionnelle auparavant, mais là, c'est vraiment le fer de lance du cinéma français à l'étranger. Ils vendent nos films. Des gens formidables et humbles, pas du tout ramenards. Moi, ce qui m'a frappé souvent, et ce qui me frappe encore là, maintenant je prends mes distances, je ne suis plus président d'Unifrance, c'est chacun pour sa pomme, quoi. Il y a beaucoup d'ego, il n'y a pas beaucoup de partage, il n'y a pas beaucoup de mémoire commune, il n'y a pas beaucoup de sentiments d'appartenance ensemble à quelque chose. Ça se dit, on défend un film et puis une fois qu'il est fini, on passe à autre chose. Vous voyez, les choses deviennent éphémères, un peu fragiles, quoi. Ça me rend un peu triste. Alors vous venez de dire une forme de tristesse devant une certaine évolution de la société. Mais qu'est-ce qui vous rend malgré tout optimiste pour l'avenir ? C'est la jeunesse, l'esprit de jeunesse, que j'ai encore un peu en moi, parfois. On reste. Vous ne m'arriveriez pas. Voilà, le cinéma, pour moi, l'amour du cinéma reste encore lié à ma jeunesse et entretient la part d'enfance qui est encore en moi, heureusement. La jeunesse, il faut miser sur la jeunesse, bien évidemment. Alors, donc ça veut dire miser sur elle, ça veut dire lui transmettre des valeurs, d'éducation, de connaissance, de respect, de tolérance. Ce que ma mère, qui était institutrice, moi j'ai vu enfant ma mère enseigner à des fillettes arabes en général, laïques, avec leur blouse. Moi, je ne suis pas contre la blouse pour les enfants, parce que quand moi j'étais enfant, moi-même j'avais une blouse, et je voyais ma mère qui est dans sa classe de jeunes filles, des jeunes filles arabes, pas voilées, en blouse, à la fois toutes les mêmes et toutes différentes. Ça me semblait la vérité de ce qu'est l'école, quoi. On est là pour apprendre, on respecte le maître ou la maîtresse, on lui est reconnaissant de ce qu'elle nous transmet, quoi. Et ça peut être un moment, une période géniale de la vie de chaque être, quand on apprenait, quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines semaines ? Alors vous allez vous marier. Donc, je vais me marier, oui. Voilà. Donc vous souhaitez un beau mariage. C'est gentil. Et puis plein de joie. Un livre donc, qui sort bientôt chez Calman Levy, si j'ai bien compris. Oui. Et voilà. Je vous souhaite tout ça. Tout va bien. Écoutez Serge, on vous remercie infiniment de nous avoir reçus. Et on rappelle, n'oubliez pas, le bonheur c'est les autres. Merci. À très bientôt. Merci Gérard. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.